Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Madame Leila Joudan. Après avoir étudié la médecine à l'Université de Tunis, Dr Joudan a travaillé pour le gouvernement tunisien à l'Office national de la famille et de la population. Elle occupe maintenant le poste de représentante du Fonds des Nations unies pour la population en Iran, soit la plus grande ressource internationale en matière de planification familiale et de santé de la mère et de l'enfant. Dans l'exercice de ses activités professionnelles, Dr Joudan a à cœur la santé reproductive ainsi que la défense de l'intégrité et le respect des femmes et des filles. Aujourd'hui, vos animateurs et animatrices sont Thomas Grenier et Mégane Lapointe. vous écoutez Curriculum. Bonjour et bienvenue, Madame Joudan. Nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être présente aujourd'hui à nos côtés afin de discuter de votre parcours académique et professionnel. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je pense qu'on va débuter nos questions. Alors, je vais laisser la parole à Thomas. Donc, en fait, vous avez étudié la médecine. Aujourd'hui, vous exercez des fonctions politiques. Qu'est-ce qui vous intéressait initialement dans la médecine? Alors, pour tout vous dire, j'ai toujours, depuis très jeune, voulu faire la médecine parce que je trouve que c'est un métier qui est très humaniste. On est très proche des patients, mais aussi de la population, parce qu'on peut faire aussi de la médecine préventive, communautaire, et donc on est proche de la population, et c'est ce qui m'a toujours vraiment attirée dans ce métier, parce que on peut servir l'humanité d'une façon à d'abord soulager les maux de l'humanité, c'est-à-dire que le médecin est toujours près de ses patients pour voir comment soulager tous les maux de l'humanité. Et donc c'est un métier que j'ai toujours pensé être très très noble, et c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire médecine, et j'étais vraiment très fière quand j'ai eu mon bac. En Tunisie, le bac, c'est à la fin du secondaire pour entrer à l'université, et que j'ai eu un score qui m'a permis d'intégrer l'université, la faculté de médecine de Tunis. Oui, d'ailleurs, toute ma vie, j'aurais jamais pensé avant changer de cap et faire autre chose que être auprès de mes malades. J'ai travaillé pendant plusieurs années en tant que médecin dans un centre. Au début, j'ai ouvert un cabinet médical, et puis j'ai intégré le ministère de la Santé, et j'ai travaillé dans un centre de santé de la reproduction et de planning familial, et c'est là où réellement j'ai j'ai vraiment été proche de mes malades, j'étais vraiment heureuse de voir que j'ai toujours répondu aux besoins de mes malades. Et à cette époque-là, j'aurais jamais pensé qu'un jour je changerais de cap. Ouais. Mais justement, alors, qu'est-ce qui vous a motivé à changer de cap, comme vous dites? En fait, c'est le hasard, c'est vraiment le pur hasard, et le fait que dans la vie, il faut souvent et toujours, pas souvent, toujours savoir saisir les opportunités qui se présentent. Alors, le hasard, c'est d'abord, j'ai dû changer de de ville parce que j'ai aussi suivi mon mari, qui lui aussi est médecin, et il trouvait un poste dans une ville à l'intérieur du pays, du pays, et donc je l'ai suivi. Donc j'ai travaillé avec lui. On était à 250 kilomètres de la capitale, et nous avons travaillé ensemble, chacun bien sûr dans son domaine. Lui étant gastro, moi, comme je viens de le dire, j'ai beaucoup travaillé
la santé de la mère et des jeunes. Et puis, lui, il a décidé de retourner à la capitale et d'ouvrir un cabinet à son propre compte. Et c'est là où c'était plus possible de travailler dans un centre, étant avec 2 enfants en très bas âge. Ça a été très compliqué d'être très loin de mon mari et de gérer aussi bien la vie familiale que professionnelle. Et j'ai décidé de retourner aussi à la capitale. Mais à ce moment-là, c'était plus possible de travailler dans un centre de santé de la reproduction, et on m'a proposé un poste à l'administration, de gérer plutôt les programmes du côté de l'administration, c'est-à-dire faire plus de la planification, de la supervision des programmes sur le terrain. Et j'avoue, le jour, j'étais obligée d'accepter ce poste, comme je viens de l'expliquer, pour concilier entre ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'avoue, entre nous, le jour où j'ai rejoint l'équipe centrale et à l'administration, j'en pleurais parce que aussi bien mes malades que moi-même, j'étais vraiment très touchée par le fait que je dois laisser tout tomber pour moi à cette époque et faire une carrière complètement différente. Mais très très vite, je me suis rendu compte que je peux servir l'humanité d'une autre façon. Et c'est là où je dis qu'il faut savoir toujours saisir les opportunités pour en fait réaliser ses rêves. Parce que mon rêve, c'est toujours de servir l'humanité à travers, pour moi, le travail de médecin. Mais au fait, on peut faire beaucoup d'autres choses qui sont aussi importantes et nécessaires, et qui peuvent aussi aider la population à vivre plus dignement, à ne pas avoir mal. Et le mal n'est pas que physique, au fait. Et donc, je me suis aperçue très, très vite que ce que je pourrais faire de l'autre côté, en planifiant, en mettant en place des programmes et en supervisant et en aidant les équipes médicales sur le terrain à mettre en œuvre ces programmes, ça pouvait aussi être très motivant et puis gratifiant surtout. Est-ce que ça vous a permis d'obtenir une certaine vue d'ensemble qui est beaucoup plus concrète, dans le sens où une personne qui passe des bancs d'école au poste de gestionnaire, tandis qu'une personne qui passe du concret, de la médecine, à ensuite gestionnaire, a vu c'est quoi travailler concrètement en tant que médecin, quels sont les enjeux, les défis, etc. Donc, est-ce que ça vous a apporté un certain pas de recul pour enrichir justement vos pratiques de gestion? Alors, c'est une excellente question. Parce que, au fait, je vois combien le travail sur le terrain, si on peut appeler ça travail sur le terrain en tant que médecin, hein, parce que c'est vraiment le travail sur le terrain, est très enrichissant. Et je vois la différence entre les gestionnaires qui n'ont jamais fait de terrain et ceux qui ont fait du terrain. Et l'enrichissement qu'on peut avoir en tant que à la suite de l'expérience sur le terrain est inestimable. Parce que premièrement, il y a plusieurs au fait, facteurs qui rentrent en jeu. Au fait, étant sur le terrain, on est beaucoup plus proche
de la communauté, des besoins, des réalités au fait du terrain, et on le vit avec eux. Étant sur le terrain, on vit avec une équipe aussi qui travaille sur le terrain, qui est très très différente de l'équipe de gestionnaires qui sont au niveau ce qu'on appelle les sièges, qui ne font que penser, qui ne font que penser de façon conceptuelle au programme qui plus tard doivent, et j'utilise bien le mot doivent être mis en œuvre par les personnes qui travaillent sur le terrain. Et donc, des fois, les personnes qui n'ont jamais fait du terrain ne pourront pas vraiment comprendre les limites, les contraintes, mais aussi les certaines opportunités de ceux qui vont mettre en œuvre ces programmes. Et donc, avoir fait le terrain avant d'avoir intégré le niveau central m'a beaucoup aidé à mieux comprendre les besoins du terrain et à faire des programmes qui sont beaucoup plus adaptés aux besoins, mais aussi qui peuvent être plus facilement adoptés par les gens du terrain. Ce que j'ai aussi appris, c'est que dans toutes les phases de la planification, si on veut réussir un programme, c'est de le faire de façon participative. C'est de faire impliquer tous les toutes les parties prenantes, y compris les personnes qui travaillent sur le terrain. Très souvent, ce que je voyais quand je suis arrivée au niveau central, je voyais des gens très intelligents, bien sûr, avec des diplômes inouïs, qui ne pensent jamais à consulter les gens sur le terrain. Et dès que je suis arrivée, j'ai dit, mais écoutez, vous êtes complètement à côté des fois des besoins du terrain. Faisons cela, faisons des réunions consultatives pour avoir de façon consensuelle et de prendre de façon consensuelle les décisions qui vont plus tard être beaucoup plus facilement être mis en œuvre. Et je pense qu'on a bien réussi quand j'étais la plus jeune de l'équipe, et il a fallu alors la plus jeune, pas très grande de taille, femme dans une équipe qui est très souvent beaucoup d'hommes autour de la table. Donc il fallait, j'ai appris à parler à haute voix, ce qui ne plaît pas forcément à ma famille. Parce que me disent, ah, tu es là, maintenant on t'entend. Mais ça, c'était une façon pour moi de me faire entendre. Mais je suis bien heureuse d'avoir réussi à faire changer les choses et en faisant en écoutant la voix du terrain. Ça a permis, je pense, de faire changer les choses dans certains petits domaines. Je ne suis pas en train de dire qu'on a changé la politique de la santé en Tunisie, mais sur certains programmes, je suis bien heureuse d'avoir poussé pour écouter les gens du terrain et avoir de façon consensuelle mis en place des programmes comme par exemple, les programmes des jeunes en Tunisie, nous avons, au niveau du programme de la santé de la reproduction, nous avons élargi ce programme à la programme santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et là, on a écouté les jeunes, on a fait participer les jeunes à la planification, et ça a donné vraiment un programme qui a été adapté et adopté et par les professionnels de la santé, mais aussi par la jeunesse tunisienne.
Moi, j'ai une question. En fait, vous mentionnez, tu sais, que ça a été difficile initialement de vous affirmer en tant que femme, petite femme. Moi, le féminisme, c'est certainement mon dada. Donc, je me demandais justement, c'était quoi travailler, par exemple, aux Nations Unies ou pour le gouvernement tunisien en tant que femme. Puis, à quoi ressemblait, par exemple, la table de travail dans son... C'était des hommes, des femmes, de quelle origine, de quelle religion. Je me demandais comment ça se faisait à ce niveau-là. Je pense qu'on s'entend que souvent, par exemple, il y a une pluralité de discours, surtout par exemple aux Nations Unies où c'est une organisation internationale. Donc, comment ça se passe au niveau de cette gestion? Absolument, vous posiez une question à propos du fait d'être femme. Est-ce que même aux Nations Unies, où on pense que c'est une organisation qui, bien sûr, on ne pense pas, c'est vrai que c'est une organisation qui œuvre pour l'égalité de genre, peut-être qu'elle était égalitaire, mais je dois l'avouer que c'est vraiment pas encore le cas et que jusqu'à l'an 2020, on est encore, même au sein de cette organisation, à œuvrer et à pousser pour plus d'égalité de chances et pour plus de représentativité des femmes. Et je suis sûre que vous avez entendu, il y a quand le nouveau secrétaire général des Nations Unies est arrivé il y a 3 ans, son but était justement à ce que, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, on ait une égalité entre hommes et femmes et une représentativité égale entre hommes et femmes. Tout ça pour dire que quand je suis arrivée, je me suis confrontée aussi, parce que, au fait, au début, quand je me disais, ça c'est le gouvernement tunisien, il faut vraiment pousser pour l'égalité de genre, mais c'était aussi le cas au niveau des Nations Unies. Je vais peut-être partager avec vous une petite anecdote. Quand je suis arrivée au bureau, donc à la tête du bureau des Nations Unies en Tunisie, quelques jours après, le chauffeur du bureau rentre dans mon bureau et me dit: «Mais écoutez madame, moi j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce bureau et j'ai jamais été, supervisée par une femme. Vous êtes la première femme, et ça me pose beaucoup de problèmes et je dois vous l'avouer, j'ai jamais eu, une femme pour, superviseur et ça me pose énormément de problèmes. Je ne sais pas comment ça va se passer avec vous, mais je tenais à vous le dire et il faudrait que vous me compreniez. J'ai dit, «Je comprends que c'est la première fois que vous travaillez avec une femme, mais je ne comprends pas le problème que ça pourrait, vous poser, et je ne vois pas la différence entre avoir un superviseur homme ou femme et je suis sûre qu'on travaillera bien ensemble, si et parce qu'il y a aucune différence». Donc, juste pour l'anecdote, hein, vous voyez que réellement, même aux Nations Unies, étant femme, ça peut aussi gêner parce que dans les postes de prise de décision, on n'a pas encore assez de femmes. On a bien sûr l'assistante au niveau du bureau était une femme, peut-être la financière peut être une femme, mais au niveau des prises de décision, c'est souvent des hommes. Rien que je vais vous dire, c'est maintenant au niveau de l'organisation, on a des directeurs régionaux et on a 6 régions, hein, la région Asie, la région arabe, la région Afrique, on a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud, et l'Afrique et la région Amérique latine. Eh bien, on a une seule femme en tant que directrice régionale. C'est pour vous dire, hein, c'est encore un combat qu'il faut encore mener et je pense que ce n'est pas encore gagné d'avance et même si on pense qu'on s'est fait une place, il faut toujours
continuer le combat et montrer que non seulement on s'est fait une place, mais qu'on est aussi professionnel, sinon plus. Et c'est le continu combat d'une femme qui vise à avoir un poste de décision. Euh, oui, donc même aux Nations Unies, il faudrait continuer. Puis, comment ça se passe, la dynamique? Si vous mentionnez, par exemple, que cette femme provient d'un pays en voie de développement, comment c'est de, par exemple, défendre, pas défendre, je dirais plus représenter les droits, instaurer des programmes dans les pays de développement, aux côtés de, par exemple, personnes qui se disent provenir de pays développés, puis je mets des gros guillemets à tous ces emplois de développés en voie de développement. Comment ça se passe? Au fait, tous les bureaux des Nations Unies, alors nous parlons maintenant des agences des Nations Unies de développement. Alors j'imagine, vu vos parcours et surtout les études de droit international et de sciences politiques, je suis sûre que vous savez très très bien un peu l'organisation des Nations Unies. Donc on parle des agences des Nations Unies de développement. Et donc, toutes ces agences, que ce soit l'UNICEF, l'UNFPA, toutes ces agences sont représentées dans les pays où on a encore, bien sûr, besoin de l'appui technique et de soutien technique et financier des agences des Nations Unies de développement. Et dans ces pays, nous focalisons nos programmes sur les populations les plus vulnérables, les plus nécessiteuses. Et donc, bien sûr, quand je dis vulnérable, ça inclut alors toutes les causes de vulnérabilité. Bien sûr, alors les plus vulnérables et les plus laissés pour compte. Et c'est exactement le mot que nous utilisons en fait, c'est les populations qui sont laissées pour compte. Pourquoi on est laissé pour compte? Alors on peut être laissé pour compte parce qu'on est femme, on peut être laissé pour compte parce on vit avec un handicap, ou bien parce qu'on est des migrants, ou bien parce qu'on fait partie d'une minorité. Tout dépend de cette minorité. Cette minorité, elle peut être ethnique, elle peut être due à une orientation sexuelle. Je parle de ça parce que c'est l'agence pour laquelle je travaille. Nous travaillons beaucoup avec les populations donc LGBT. Donc ça c'est l'une de nos populations avec qui nous travaillons parce que nous savons qu'elles sont vraiment laissées pour compte dans tous les pays. Alors les réfugiés, donc enfin il y a beaucoup de populations laissées pour compte et c'est là où nous intervenons et c'est là où nous travaillons avec les gouvernements pour qu'ils intègrent les droits de toutes ces populations laissées pour compte pour que leurs droits soient respectés et réalisés, que ce soit à travers des lois, mais aussi à travers des programmes, des stratégies et des politiques qui intègrent donc ces populations. Ouais, ben, je m'excuse d'avance parce que c'était extrêmement intéressant la discussion. Mais j'aimerais vous poser une question, en fait, beaucoup plus technique, disons l'aspect bureaucratique de la chose, car je crois qu'en fait, il y a plusieurs auditeurs qui rêvent d'une carrière à l'ONU. Puis on se demandait en fait comment fonctionne le processus d'embauche. Oui, alors il faut vraiment que vous vous renseigniez et que sur tous les sites des agences des Nations Unies pour le développement, ils ont et c'est ouvert et c'est public. Tous les postes sont alors advertised, donc ils sont vous
pouvez les retrouver. Et donc, c'est vraiment facile, hein, parce qu'il suffit de postuler. Alors, bien sûr, de ce point de vue, on se dirait que n'importe qui pourrait entrer, non? Mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. Alors, il y a ce qu'on appelle des possibilités de faire des stages avec les différentes agences des Nations Unies. Euh, Moi, j'ai vu, par exemple, alors surtout les étudiants en sciences politiques et en études de droit international. Moi, j'ai vu dans mon parcours et j'ai reçu beaucoup de stagiaires. Il suffit d'envoyer vos CV et une demande au bureau des agences dans les pays pour leur dire votre motivation à effectuer des stages et je peux vous assurer qu'il y a des opportunités. Moi, je peux vous dire que, par exemple, j'ai maintenant 2 collègues parce qu'ils travaillent, non, 3 collègues parce qu'ils sont maintenant des staffs des agences des Nations Unies qui ont commencé stagiaires avec moi au niveau du bureau de l'UNFPA à Tunis. Donc, réellement, ne pas hésiter à demander à faire des stages au niveau de différentes agences. Il y a plusieurs agences selon vos motivations et donc il y a des possibilités dans tous les pays. Vous pouvez voyager à travers le monde, découvrir le monde et puis découvrir le travail au sein des Nations Unies en tant que stagiaire et plusieurs de mes collègues ont commencé stagiaire au sein des Nations Unies. L'autre chose que vous pouvez aussi faire, c'est les volontaires des Nations Unies. Il y a un programme des volontaires des Nations Unies. Et là aussi, il y a tout un site des volontaires des Nations Unies. Il faudrait vraiment vous renseigner, regarder, et il y a des opportunités. Vous pouvez postuler pour être volontaire dans les pays avec beaucoup d'agences. Alors, il y a beaucoup d'agences qui demandent des volontaires sur le terrain. Par exemple, le Haut Commissariat par exemple, Des le, réfugiés? Oui. des réfugiés, exactement. Là, il y a beaucoup de travail sur le terrain et ils demandent énormément. Et même d'autres agences, même l'UNFPA, nous cherchons vraiment des volontaires des Nations Unies pour venir travailler pour une année. Et puis, il y aura après une chance pour continuer aux Nations Unies. Donc, j'ai parlé du programme des stagiaires, j'ai parlé des programmes des volontaires des Nations Unies, et il y a un autre programme que vous devez aussi connaître, les gouvernements, à travers le ministère des Affaires étrangères des gouvernements, ils dédient un budget pour les jeunes officiers des Nations Unies que les gouvernements financent pour 2 ou 3 ans parce que, au fait, les gouvernements aimeraient voir aussi leurs représentants au sein des Nations Unies. Donc là aussi, c'est un autre programme ce qu'on appelle les Junior Program Officers. C'est un programme qui est financé par vos gouvernements, par les gouvernements. Et donc, les jeunes étudiants devraient se renseigner, voir comment pouvoir bénéficier de ces programmes. Donc voilà un peu comment vous pouvez aussi intégrer les Nations Unies. Et il faut toujours se renseigner, regarder les sites des différentes agences. Il y a toujours des opportunités qui peuvent s'ouvrir. Ouais. Et vous, concrètement, vous parliez de candidature spontanée. Vous avez commencé en Tunisie par rapport à tout ce qui est ONU. Comment ça s'est passé dans le sens où vous avez tout simplement fait une candidature spontanée puis entamé le processus d'embauche? Puis justement, le processus d'embauche, est-ce que c'est de longue haleine? Comment ça se fait? Car
Par exemple, à titre d'étudiante, pour moi, l'ONU, c'est comme le plus grand des plus grands. Donc, je présume que c'est très demandant comme processus d'embauche. Oui, alors pour moi, c'était, en fait, c'est ce que je disais, hein, j'ai toujours su saisir les opportunités. Donc, je vous le disais, je travaillais avec l'ONFP et je gérais un programme de coopération entre l'ONFP et l'UNFPA. Donc, c'est là où j'ai été en contact avec l'UNFPA. Et donc, quand j'ai vu qu'il y avait le poste de représentant de l'UNFPA qui était vacant et qu'ils ont donc j'ai tout juste postulé. Et au fait, j'ai postulé, bien sûr, il y avait beaucoup d'autres candidats. Je suis passée par un test écrit et puis par l'interview. Et donc, c'est une interview qui est basée sur les compétences. Et donc, je me suis préparée. Il est vrai que on ne peut pas rentrer et faire être compétitif si on ne se prépare pas assez. Donc, que ce soit pour le test écrit, il fallait que je me familiarise avec le programme de l'UNFPA, que je comprenne ce que l'UNFPA, le mandat de l'UNFPA, ce que nous faisions, ce qui était demandé de quelqu'un qui allait occuper le poste de représentant. Et donc, je me suis préparée à ce test écrit et puis à l'interview aussi, je me suis préparée à cette interview. Donc, les compétences, j'ai étudié un peu quelles sont les compétences qu'il recherchait et je me suis préparée à cette interview. Il est vrai que, bien sûr, j'étais plus privilégiée que d'autres parce que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans avant, exactement dans le même domaine, puisque j'ai été toujours dans la santé de la reproduction, la santé sexuelle et reproductive, la santé maternelle. Donc c'était un privilège aussi euh, qui m'a permis justement d'être peut-être choisie par rapport à d'autres. Est-ce que je peux me permettre de vous demander quelle serait votre plus grande fierté par rapport à justement votre mission en Iran? Justement, vous parlez de la résilience. Qu'est-ce que vous en sortez? En fait, ma plus grande fierté, c'est que quand je suis arrivée ici en Iran, je me suis rendu compte que le bureau de l'UNFPA n'avait pas de réel projet pour les jeunes et les adolescents. Euh, du fait que, bien sûr, c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très politisé et très sensible. Et donc, je me suis dit, c'est pas acceptable que le Bureau des Nations Unies et le Fonds des Nations Unies pour la population ne puissent pas développer quelque chose pour les jeunes et les adolescents. Et donc là, des réalisations, c'est la mise en œuvre de centres pour les jeunes qui sont en dehors du milieu scolaire, qui ont abandonné l'école. Nous avons appuyé le gouvernement et le ministère de la Santé à mettre en place des centres euh, qui offrent des services de santé sexuelle et reproductive. Ces centres sont ouverts aussi aux populations qu'on appelle clés pour les Nations Unies, c'est-à-dire les jeunes avec, comme je disais, avec euh, des jeunes qui ont des difficultés, on va dire, d'intégration sociale. Et donc là, c'est une des réalisations qui sont très importantes. La deuxième réalisation qui, je pense, est aussi importante, c'est que nous sommes en train de mettre en place des centres, ce qu'on appelle des centres amis des femmes, où justement les femmes peuvent venir pour bénéficier de formations, euh, de formations qui
Alors, essentiellement sur l'autonomisation, voilà, hein, des formations pour l'autonomisation de la femme. Ces centres, sont donc, en cours, de mise en œuvre et là aussi, je pense que c'est une grande réalisation au cours de ma mission ici en Iran. Puis, mais est-ce que vous parvenez malgré tout à faire avancer vos idées, à changer les choses, malgré l'existence de certains tabous, de certaines difficultés particulières, ben, certains défis particuliers en fait? Ouais. Ça, c'est une très, très bonne question et au fait, ça c'est la nature de notre travail. En tant que représentant, des agences onusiennes et de l'UNFPA dans tous les pays, c'est les difficultés et les défis auxquels nous faisons, face tous les jours, dans notre travail quotidien. Au fait, et c'est là où, nous devons, f bien, faire, utiliser notre, savoir-faire et savoir-être pour, relever, tous ces défis. Ce n'est pas du tout, facile au quotidien, bien sûr. Il faut, toujours, faire preuve d'innovation, faire preuve, d'écoute, et de savoir, comment faire avancer et faire promouvoir, le mandat, pour lequel, vous œuvrez, sans, se heurter ou et sans, au, en fait, on se heurte, mais, comment relever les défis quotidiens, qui sont, les limitations des fois, culturelles, religieuses et politiques. Et donc, ça c'est, vraiment, quelque chose qui, doit se faire, bien sûr, en équipe. Il faut savoir, aussi mener l'équipe, à travailler ensemble pour, justement relever ces défis. Et là, c'est toute l'importance, du leadership et quand je dis le leadership, c'est, pour moi comment, heu, clarifier la vision, avoir une vision très claire et trouver les stratégies nécessaires pour, atteindre, cette vision et faire en sorte que votre équipe, travaille, à vos côtés et mène au fait le programme. Parce qu'au fait, c'est pas le représentant ou la représentante qui va mettre en œuvre, mais c'est l'équipe qui va, certainement être responsable de la mise en œuvre de cette, vision. Et donc, c'est moi je pense que, c'est toute la difficulté, mais en même temps, c'est toute, la beauté du travail que nous faisons, à faire justement avancer les visions, et en équipe. Mmh, juste, je vais, vous donner, un exemple, très concret et puis c'est une autre anecdote. Quand je suis arrivée en Iran, bien sûr, en tant que représentante, je dois présenter mes lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, iranien. Et donc, j'ai là présenté ma lettre de créance et donc on a commencé à discuter et donc le ministre qui me dit, «Écoutez, madame Joudan, je sais très bien que votre, mission, sera difficile ici, vu, la sensibilité, du mandat, de l'agence pour laquelle vous travaillez. Je suis confiant, parce que vous venez d'un pays avec une culture, une religion similaire et donc, certainement, vous connaissez nos limites et vous allez les respecter.
J'ai dit absolument, bien sûr, je respecterai parce que c'est ça, en fait, la souveraineté, en fin de compte, du pays. Nous respectons la souveraineté du pays, mais je ferai de telle sorte de trouver des moyens pour faire avancer les choses avec vos collègues ici dans le pays. Alors, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, mais écoutez, madame, la vie sans défi est vraiment ennuyeuse. Donc vous ne vous ennuierez pas en Iran. Et c'était vrai, je ne suis pas du tout ennuyée en Iran pendant ces 4 ans. On a parlé un peu plus du côté humain du défi de mettre en place des programmes. Si on passe plus du côté institutionnel, on sait que vu de l'extérieur, en fait, souvent, on a l'impression que c'est difficile d'instaurer des changements au niveau de la lourdeur bureaucratique. Je me demandais comment on s'adapte en tant que praticienne à ce défi. Ben, si vous avez aussi, en effet, rencontré ce défi, là, je présume beaucoup de choses ici. Non, mais absolument. C'est-à-dire que les changements mettent du temps à s'opérer. Et c'est là où j'ai dit, avec le temps, avec l'âge, j'ai appris à être patiente. C'est-à-dire que les résultats, des fois, les résultats ne se verront pas durant la mission. Durant le temps de notre mission. Mais il faut accepter parce que, au fait, il faudra du temps. Des fois, il y a des aléas qui arrivent et qui font que on est obligé aussi de changer, de s'adapter et qui font que la réalisation de vos projets prenne plus de temps que prévu au début. Et tout ça fait partie du projet, au fait. Et effectivement, quand on commence à écrire le projet ou à développer le projet, ces risques et hypothèses doivent faire partie intégrante de votre projet. Et donc, oui, des fois, les résultats, on ne les voit pas, mais on sait qu'on est en train de mettre les pierres nécessaires pour avancer. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'étais en Tunisie, j'ai commencé à travailler avec le ministère de la Femme et le Parlement tunisien pour développer une loi intégrale de lutte contre la violence à l'égard de la femme. Eh bien, ça nous a pris, on a commencé ce travail en 2012 et la loi n'a vu le jour et elle a été adoptée par le Parlement qu'en 2018. Donc, j'ai déjà quitté la Tunisie quand la loi a été adoptée. Mais c'est-à-dire que le travail qu'on avait commencé a donné ses fruits. Et c'est ça le réel bonheur, et c'est ça notre travail. On sait que des fois, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Surtout le changement. Alors, on sait, le changement dans les services, c'est très facile, parce qu'il suffit d'acheter un mammographe pour que les services de dépistage du cancer du sein va se produire. Mais par contre, s'assurer que toutes les femmes vont aller vers ce service et vont se faire dépister, ça on sait que ça va prendre énormément de temps parce que c'est le changement dans les mentalités et dans les pratiques des personnes et des femmes. Là, ça prendra beaucoup plus de temps que mettre juste le service. Si vous me permettez d'y aller d'un point de vue plus micro, en quoi consiste concrètement une journée normale dans la vie d'une représentante de l'Iran aux Nations Unies? À faire des réunions, alors back to back. C'est des réunions de réunion à réunion à réunion. Alors, mon mari me dirait,
mais je comprends pas ton travail. Moi, je ne pourrais jamais, lui qui est Mhm. praticien, qui est tout le temps en contact avec des malades, il ne voit pas comment je peux m'épanouir à passer ma journée à faire des réunions. Mais c'est très épanouissant parce que la réunion est d'une réunion à une autre, c'est d'une différence incroyable. Alors, on commence sa journée avec son équipe. Il y a l'équipe, c'est ce qu'on va faire, quelles sont les priorités de la journée, des réunions de ce genre. Et puis les réunions avec le gouvernement, et là c'est d'un autre ordre, c'est des réunions beaucoup plus politiques. Et donc, il faut être préparé. Et bien sûr, entre les réunions, c'est le temps de préparation pour la réunion qui est très, très, très importante parce qu'on ne peut pas aller à une réunion pas du tout préparée. C'est là où on peut faire foirer toutes les choses. Donc, se préparer à cette réunion, et des fois, cette préparation nécessite aussi un travail d'équipe, une consultation avec ton équipe au niveau du pays, mais une consultation avec l'équipe au niveau régional. Donc nous, par exemple, moi, l'Iran fait partie de la région Asie. Donc notre bureau régional, son siège est à Bangkok. Donc c'est des réunions avec l'équipe technique qui sont à Bangkok, mais aussi des fois des consultations avec notre siège à New York pour voir un peu les directives du siège, mais aussi pour rendre compte un peu des difficultés ou des expériences réussies du pays. Ça, c'est quand on prépare une réunion très importante au niveau politique et avec le gouvernement, c'est des fois c'est des réunions avec un ministre ou un député ministre ou avec tout simplement un directeur général dans le pays. Euh, Après, il y a aussi ça c'est de point de vue technique, il y a aussi en tant que représentante de l'UNFPA, c'est aussi des réunions avec le ministère des Affaires étrangères, parce que il y a aussi un côté politique qu'il faudrait gérer. Et puis, c'est aussi des échanges d'expériences avec d'autres régions, avec notre siège et notre bureau régional. Donc, des fois, c'est quand on a une expérience réussie au niveau du pays, on, on se doit de la partager avec les autres bureaux, et comme ça, on apprend les uns des autres. Et en fait, on ne réinvente pas tout le temps la roue, on fait que apprendre des leçons des autres pays qui peuvent être adaptés aux contextes nationaux dans lesquels nous travaillons. Sinon, si je peux me permettre, je pense que vous avez un garçon qui étudie au Canada, une fille qui étudie au Maroc. Vous avez mentionné que votre mari est à Tunis, pardon. Vous en Iran. Donc, j'ai l'impression que c'est une famille plutôt moderne. Comment ça se passe justement, la gestion de tout ça, puis voilà, comment ça se passe? Oui, moi je pense que d'abord, moi j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que ma famille m'a toujours soutenue. Mon mari, bien sûr, mais même mes enfants. Vous avez parlé de mon fils qui est au Canada. Moi, je me rappelle, il avait peut-être 12 ans. Quand je voyageais énormément de par mon travail, et donc j'étais pas vraiment présente, hein. Et ma mère qui est venue, qui m'a dit, mais écoute, tu t'occupes pas de tes enfants, c'est pas possible. Tu n'es jamais là pour les fêtes de fin d'année. La dernière fête des mères, c'est ma mère qui a été pour recevoir le cadeau que ma petite fille a préparé pour moi parce que j'étais en voyage. Et donc, quand elle m'a posé cette question, elle m'a dit, mais il faudrait que tu te remettes en question, que tu vois un peu si tu ne manques pas à tes devoirs de mère et de femme. Je me suis dit, la meilleure question serait de la poser à mes enfants. Et donc, j'ai été voir mon fils et je lui ai dit, mais écoute, Khalil, est-ce que tu trouves que moi, je ne suis pas assez présente pour toi?
Et il m'a dit, c'était la plus belle réponse que que je pouvais recevoir. Il m'a dit, tu sais, maman, les 15 minutes que je passe avec toi sont vraiment suffisantes parce que je sais que tu m'écoutes et que tu réponds à mes questions et aux questions que je me pose. Tu as toujours été là quand j'avais besoin de toi. Moi, j'ai un ami dont la mère ne travaille pas et je peux t'assurer qu'elle ne l'écoute pas du tout. Elle ne voit même pas comment sa vie se passe, alors que toi, tu t'aperçois de tout. Donc, c'était la plus belle réponse que je pouvais avoir. Et là, j'ai compris que, en fait, euh, bien sûr, être ensemble, aurait été l'idéal, mais on peut être ensemble euh, sans être vraiment physiquement présent. Maintenant, avec la technologie, on peut toujours être en contact et c'est ce que la famille fait. Et donc, on est vraiment en contact tout le temps. Euh, et on est là quand il le faut. Mais je pense que, comme tu viens de le dire, Megan, c'est la vie moderne. Hein? Maintenant, le monde est un grand village. Il n'y a plus de barrières. C'est ça la mondialisation. Moi, je crois à la mondialisation. Je crois que, en fait, euh, c'est extraordinaire de pouvoir voyager, connaître, apprendre les différentes cultures, la diversité et puis aussi euh, s'intégrer dans cette diversité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, oui, c'est pour revenir à ta question, hein, concilier entre la vie familiale et professionnelle est très important. Il n'y a rien qui prime, il n'y a pas quelque chose qui prime sur l'autre, mais dans cette vie moderne où la technologie nous permet de rester toujours connectés, on peut aussi concilier, même si on n'est pas toujours présent. Ouais. Mais merci de ce partage d'ordre un peu plus personnel. Je pense que ça va apaiser certains et certaines qui se posent justement la question de comment aménager la cellule familiale tout en maintenant une carrière professionnelle, en s'épanouissant, par exemple, à l'international. En tout cas, du moins, pardon, moi, je trouve ça vraiment honorable et très inspirant. Alors, si on peut se permettre, par rapport, pour revenir un peu plus à votre carrière, est-ce que vous mentionniez justement que vous étiez à votre 4e année de votre mission en Iran, donc j'en conclus que ça tire à sa fin. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez justement pensé à la suite de votre carrière aux Nations Unies? Oui, oui, absolument. Je suis à la dernière année de ma mission ici en Iran et donc je suis en rotation, comme je voulais le dire. Et donc, je pense que je vais rester dans la région Asie. Je suis vraiment fascinée par l'Asie. Moi, j'ai travaillé avant de venir en Iran dans la région arabe et donc j'ai travaillé dans pas mal de pays. J'étais basée à Tunis, mais j'ai travaillé en Algérie. Le bureau régional des pays arabes était en Égypte, au Caire, et donc j'ai beaucoup voyagé au Moyen-Orient, dans les pays arabes du Moyen-Orient. Mais là, je découvre l'Asie je suis vraiment fascinée par la culture asiatique. C'est vraiment très différent et comme je venais de dire, je suis vraiment attirée par la diversité et je voudrais vraiment apprendre beaucoup plus et donc je resterai dans la région Asie, probablement dans l'un des pays de l'Asie, probablement du Sud-Est, cette fois-ci. Oui, voilà, c'est ça mon... Est-ce que vous comptez rester au sein du Fonds des Nations Unies pour la population, peut-être changer de branche?
Alors, vraiment, le mandat du Fonds des Nations Unies de la population m'enchante. C'est parce que nous parlons des droits sexuels et reproductifs. Et je pense que c'est la base de tout épanouissement de l'être humain. Si nous réalisons nos droits sexuels et reproductifs, c'est là où l'être humain peut s'épanouir ailleurs. Et donc, je suis vraiment, oui, je m'épanouis énormément dans cette agence. Et donc, pour le moment, je compte continuer à travailler pour le Fonds des Nations Unies pour la population, absolument. On se demandait si vous aviez eu à choisir une autre voie. Si vous aviez l'opportunité de choisir un autre milieu d'études ou une autre carrière, qu'est-ce que vous auriez fait ou quelle voie vous auriez pris? Alors, c'est une très bonne question. Au fait, je me suis souvent posé cette question parce que quand, surtout en venant ici en Iran, et j'ai vu combien c'était important euh, de faire avancer euh, les droits humains, hein, dans tous les pays, au fait. Et donc, si je devais changer de carrière, peut-être que j'aurais fait droit et que j'aurais été avocate, et plutôt dans les droits internationaux. Et ça m'aurait vraiment, ça m'attire énormément. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose qui m'attire, et je voudrais vraiment voir comment je peux aussi continuer à faire valoir les droits des gens qui sont surtout, et la voix des gens qui n'est pas du tout entendue. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait attiré. Beaucoup plus que ce que je suis en train de faire, c'est un peu dans ce contexte. Mais en faisant des études de droit, ça m'aurait aussi peut-être donné plus de facilité à réaliser à réaliser cet objectif. Vous êtes quand même très bien parvenu à le faire sans les études de droit. Je l'espère, je l'espère. Au fait, on fait de son mieux. Comme je l'ai dit, des fois, on fait très peu, mais j'espère que ce peu peut faire changer les choses, et l'accumulation des peu fera changer les choses. Oui. Oui, donc alors c'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du CAIOM, un énorme merci à vous, Madame Judan, pour votre temps et votre générosité dans vos réponses. On ne pouvait pas espérer mieux pour briser la glace. Ça a été très enrichissant et je crois que vous aurez éclairé, en fait inspiré même, plusieurs auditeurs quant à l'exercice de fonctions au sein des Nations Unies. On vous souhaite le meilleur des succès dans vos projets à venir. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, je suis sûre que parmi vos collègues, il y aura beaucoup qui seront mes collègues, mes futurs collègues aux Nations Unies. Et je suis sûre que nos parcours se rencontreront un jour. Eh ben, je vous souhaite aussi toute la réussite dans vos études et vos projets futurs. Et ça a été réellement un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout autant passionnant. Vous avez écouté Curriculum.